Ça serait dans une demi-finale. Nous, on les connaît. Ok, au moins, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. Bienvenue sur Radio Maalif, un nouveau podcast foot. On est avec une star de la radio française, une grande gueule, on peut dire ça, éditorialiste sur RMC, Daniel Riolo. Salut à toi. Salut. Alors bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. À Casablanca et dans Radio Maalif. Dis-moi, comment tu définirais ton boulot, ton travail, ton métier en fait? Éditorialiste, chroniqueur, commentateur, c'est quoi le truc? Journaliste, tout simplement. Journaliste. Un journaliste qui, au fil des années, a obtenu, je sais pas trop comment définir ça, mais on va dire qu'il y a une liberté d'expression qui, tous les soirs à l'antenne, trouve sa place sur une antenne, soutenu par tout un groupe, par une direction, parce que sans ce soutien, notamment au début de notre aventure, c'eût été très difficile de continuer, parce qu'il n'y avait pas cette culture de la prise d'opinion dans le sport et surtout dans le foot. Et au fil des années, on a construit avec Gilbert cette émission qui était, après tout, un modèle qu'on voyait dans d'autres pays, mais qui en France existait peu finalement. On avait l'impression plus d'avoir des médias qui, dans le sport, étaient principalement là pour véhiculer l'émotion, mais pas pour s'arrêter sur un événement ou sur des personnalités et dire ce qu'on en pensait et porter un regard, on va dire, éditorialisé sur ce qu'on regardait. Donc l'émission s'appelle l'After, je sais pas si je l'ai dit, c'est celle qui sera enregistrée à Casa. Effectivement, l'opinion arrive, en général on l'associe pas avec le journalisme, et tu parles... Moi je l'associe, moi. Ouais, justement. Parce que pour moi il est absolument impossible de donner une opinion si c'est pas argumenté, si c'est pas informé. Normalement, si c'est l'information, l'apanage des anciens joueurs. Très souvent, on donne ce droit, entre guillemets, par légitimité. Eh ben moi, je trouve que c'est une énorme erreur, parce que vous me trouverez, j'allais dire pas, vous me trouvez très peu d'anciens joueurs qui sont libres dans leurs paroles. Pour moi, ça n'existe quasiment pas, tout simplement parce que vous avez une grande partie de ce qu'on appelle les consultants qui viennent sur les antennes en transition, en espérant trouver un travail, oui. Donc à retourner dans un club entraîné ou être, j'en sais rien, recruteur ou directeur sportif ou je ne sais quoi, et qui de toute façon ne vont pas vouloir s'embrouiller avec le monde du football, à donner un vrai avis ou à critiquer une personnalité, parce que d'abord on n'aime pas ça, dans les milieux fermés comme ça règne plutôt une forme d'omerta, donc ils n'auront pas de liberté. Ensuite, ils défendront des amis, parce que forcément issus d'un milieu, un corporatisme s'exerce. Mais tu as forcément des amis toi aussi quand même. Des amis dans la vie? Non, dans le foot. Dans le foot? Ouais. Bah non, moi mes amis c'est les gars avec qui je travaille, avec qui je fais l'émission. D'accord, tu dis qu'ils sont tenus par des solidarités qui ne te concernent pas en fait. Bah non, moi j'ai construit toute mon identité dans ce métier en me souvenant toujours d'une phrase, et à l'époque j'étais pas dans l'after, à l'époque je couvrais le tennis. On doit être en 2000. Et le rédacteur en chef, avant que j'aille faire mon premier tournoi, qui était l'Open d'Australie, donc tu peux imaginer l'excitation qui était la mienne pour un tel voyage, un tel événement, parce que mon autre passion en dehors du foot, c'était le tennis. Et il m'a dit avant de partir, sache que dans le tennis, la proximité entre les journalistes et les joueurs se fait quasi immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il y en a peu qui voyagent avec eux. C'est un milieu totalement fermé, et donc au bout d'un ou 2 mois, quand tu auras fait 1 ou 2 conférences de presse et que tu poseras les questions à la fin, vous serez que 2. Vous serez que 3. Et donc, il y a une proximité immédiate. Et elle est dangereuse. Au bout de la 3e fois, vous irez boire une bière ensemble. Et au bout de la 4e fois, salut, comment ça va? Et vous serez amis. Et lui, il m'avait dit, si tu veux devenir un bon journaliste, il ne faut jamais que tu oublies qu'il y a une barrière, une frontière, que toi, tu es d'un côté et que le sportif, il est de l'autre côté. Et moi, cet enseignement, je l'ai jamais oublié. D'accord, donc les anciens joueurs, eux, n'ont pas cette barrière. Non. Donc tu es en train de dire que tu es plus libre qu'eux. Alors, comme je t'ai dit, c'est pas jamais, c'est quelques-uns, parce que je pense à... je crois que quand Dugarry est arrivé dans ce métier, il a beaucoup surpris en tant que consultant. Parce qu'il a plutôt donné l'impression de s'en foutre un peu de tout. Et que grosso modo, il assumait, on va dire, que en dehors d'un ou 2 amis, que de toute façon, il prévenait. Il disait, eux, ce sont mes amis, donc je n'y toucherai pas. Donc après tout, on était au courant.
je pense à Zidane peut-être, Ouais. mais il avait une liberté qui a beaucoup surpris à la fin des années 2000 quand il a débarqué sur Canal. Hein. On s'est dit, waouh, lui comme consultant, on n'en avait jamais entendu des comme ça. Alors il y a un autre type de pas dire de solidarité, mais de référence ou de déférence vis-à-vis des clubs. Alors on imagine bien quand on regarde la télé anglaise que Carragher aime bien Liverpool et Neville aime bien United. Bien sûr. On imagine aussi bien que si on aime le foot, on aime un club. C'est très dur d'être passionné de foot dans l'absolu. Enfin, je veux dire, écoute, dans son histoire personnelle. Écoute, moi je crois que les gens savent que depuis enfant je suis supporter du PSG, mais c'est bête à dire, hein, mais je pense que j'estime que je fais plutôt correctement mon travail quand je me fais à égalité insulter par les Marseillais, les Lyonnais et les Parisiens. C'est le grand chelem. Bah, quand tu fais le grand chelem, je pense que tu gagnes la bagarre de l'objectivité. Parce que tu te dis, puisque eux te reprochent d'être subjectif, tu dis, mais en fait, regardez plutôt que c'est vous qui êtes subjectif, parce que vous êtes supporter du club. Mais moi, regardez, les Marseillais, ils disent ça, et puis dès que je dis du bien d'eux, ah, t'es formidable. Et puis les Parisiens, tu dis du bien de pas, ah bah t'es formidable. Ah oui, mais si demain je vais critiquer, je serai plus formidable. Non, il y a un problème. Donc moi, j'estime que... Ouais, bah c'est amusant que la question de la crédibilité soit toujours abordée quand tu dis des choses négatives. Hein. Quand tu dis des choses positives, les gens trouvent que tu es parfaitement légitime. Tu sais, c'est la fameuse phrase, au début, quand on a commencé, il y a pas mal de gens, et même des journalistes, hein, qui supportaient pas, même il doit y en avoir encore maintenant, qui supportent pas beaucoup notre émission, parce qu'on se permet de dire des choses, qu'on a une certaine liberté. Et la phrase... T'es qui toi pour dire du mal? Ouais. Mais moi je réplique à chaque fois, je dis, bah, t'es qui toi pour dire du bien alors? Si moi je peux pas dire que le joueur il a raté sa frappe parce qu'il a tiré à côté, parce que c'est une occasion immanquable, parce qu'il peut pas faire ci, alors pourquoi moi je vais crier et je vais m'esclaffer, je vais dire c'est formidable, machin, il a mis une frappe en lucarne? Bah je suis qui moi? Je sais moi comment il a pris la balle, je sais comment il a frappé, je sais s'il a mis un coup franc enroulé, je sais s'il a fait une belle reprise de volée. Je suis qui moi pour savoir qu'il a fait une belle reprise de volée, puisque j'ai pas été footballeur professionnel. Mais en revanche, j'ai pas le droit de dire il a raté sa reprise de volée parce que j'ai pas été sur le terrain. Mais en revanche, j'ai le droit de dire c'est formidable, il a mis une reprise de volée en lucarne. Mais comment je peux le savoir? J'ai pas joué au niveau professionnel, je peux le savoir moi comment c'est de mettre une reprise de volée en pleine lucarne. Je l'ai déjà fait, hein, mais au niveau amateur. Mais donc je peux pas le faire. Et puis le joueur qui a joué que au niveau Ligue 1, il y en a des consultants qui ont joué au niveau Ligue 1. On va lui dire c'est pas joué la Ligue des Champions. Et ben alors comment ils vont parler de la Ligue des Champions? Ils l'ont jamais joué. Ils l'ont jamais joué alors? Ils l'ont pas joué, ils sont pas allés en finale. Ben fermez-la alors. Vous pouvez pas savoir ce que c'est que le stress de jouer à la Ligue des Champions. Vous pouvez pas savoir ça. Donc en fait, à la fin, si tu fais ce calcul-là, comme beaucoup font, les discours sur la légitimité, sur la machin ou sur la ceci, personne ne peut parler. Puis en politique, si t'as pas été élu, qu'est-ce que tu vas donner ton avis? Tu vas dire, toi, tel ministre, il a bien travaillé. Donc t'as été élu, toi? Non, bah pourquoi tu vas parler alors? Mais puis en économie, moi, je vais pas, parce que sinon je vais énumérer, je vais pas m'arrêter. non, mais la question, elle est, on est dans cet environnement, a beaucoup changé, avec en plus les réseaux sociaux. En quoi ils ont changé l'environnement dans lequel se joue le foot? Tout simplement parce qu'ils ont, les réseaux sociaux en général, ils ont rendu tout horizontal. Et ils ont donné l'impression à tout le monde que tout se valait. Parce que quand je disais tout à l'heure le t'es qui toi ou ceci ou cela ou la légitimité, en fait pour moi il y a une seule chose qui doit prévaloir, c'est le travail. Comme un entraîneur qui a jamais été footballeur professionnel devient entraîneur de très haut niveau, comme Mourinho ou Saki ou ce genre d'entraîneur-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Ils ont travaillé. Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont appris parce qu'on a le droit d'avoir une intelligence, comme on dit, parce que tu bosses, parce que tu apprends les choses, parce que tu parles, parce que l'expérience, peut-être que tu peux avoir celle de la pratique, mais tu peux aussi avoir celle de la transmission. Ça peut exister parce que tu peux avoir celle du reportage, d'aller sur le terrain, de savoir les choses. Et les réseaux sociaux, eux, ce qu'ils ont donné comme impression, c'est que, en fait, il n'y a pas de travail derrière ce qu'on fait. C'est-à-dire, moi, on va considérer que je viens 2 heures le soir depuis 18 ans, tu connais rien au football, toi tu viens, tu t'assieds, tu parles. Donc eux, ils vont pas savoir que, par exemple, pour donner un avis, tiens, on va faire simple, on va rester sur l'actualité du moment, puisqu'on est là à Casablanca pour faire un spécial Maroc. Moi, je peux parler au même titre qu'un journaliste marocain qui aura ces informations du football, mais ils vont le savoir que j'ai passé un quart d'heure avec Walid Regragui cet après-midi à parler de la sélection, de savoir ce qui se passe, tel joueur, l'état de forme, ceci, cela, machin. En fait, derrière, il y a forcément quelque chose. Les réseaux sociaux, eux, c'est t'arrives, toi, t'y connais rien, moi, je peux donner mon avis, ça vaut le tien. Et on lance une émission sur Insta, sur Snapchat, sur machin, et nous, on va faire l'émission, et puis on va parler, et puis je vais dire, lui, il est pas bon, lui, il est bon, lui, il est ceci, lui, cela. Ok, très bien, ça donne cette impression-là. Et d'ailleurs, il y en a plein. Il y en a plein des comptes, des choses comme ça, des émissions, des sites qui se montent.
Écoute, ça donne la liberté, ça donne selon moi l'illusion à certains de pouvoir faire ce métier, qu'ils le fassent. Après, on verra, on voit si ça marche ou pas. Généralement, ça dure pas très longtemps quand même. On a quand même des débats de plus en plus polarisés, avec de plus en plus même de violences verbales dans les réseaux sociaux. Bien sûr. Bon, il y a pratiquement que ça. Oui, enfin ça dépend des réseaux. Après, il y a des cultures par réseau, mais... Ah oui, tu peux me donner celui où il y a moins d'insultes, j'arrive pas à le Je trouver. sais pas, j'ai l'impression qu'Instagram c'est un peu pacifié. Moi, Ah ouais. moi je vois des cœurs, des petites Aussi, flammes, des petites flammes. Moi aussi, quand je suis arrivé sur Insta, je le maîtrise pas bien, Insta. Mais quand Ouais, je c'est sors, dur, ouais. 8 heures, je suis passé sur Insta, on m'a dit, t'inquiète pas, ici c'est vachement calme. Bah alors justement, ma question, est-ce Bah, que dis ton donc, discours, c'est pas toujours comme ça. est-ce que ton discours n'est pas un facteur de polarisation aussi? Est-ce que ce que tu envoies fait pas partie de ce que tu reçois? Puisque tes avis sont très tranchés. Est-ce que Mais tu moi, fais je pas pense- partie de cette polarisation? Mais moi, je suis sûr, personne l'a jamais fait, mais je suis sûr que si on fait une statistique, je pense que par soirée, je dois dire autant de bien des gens que de mal des gens. Alors peut-être que parce que j'ai une façon de m'exprimer un petit peu plus virulente parfois, mais je suis sûr que si on faisait un bilan, il y a autant de compliments on va dire autant de critiques positives que négatives. C'est certain. C'est juste que ça tape plus, ça marque peut-être plus les esprits quand on critique quelque chose. Et puis après, 18 ans qu'on fait l'émission, moi j'y suis pour rien si les clubs français à un moment de la saison en Coupe d'Europe ils finissent par perdre. Moi j'y peux rien si nos résultats en Coupe d'Europe sont tous les ans aussi mauvais. Et si on n'arrive pas à gagner, je voyais encore passer une stat récemment, sur les 20 dernières années, il y a des pays qui ont gagné des Coupes d'Europe et nous, toujours pas, quoi. Mais est-ce qu'il y a une limite dans l'opinion? Parce qu'on t'accuse d'avoir été deux Turcs, on parlait de... Alors c'était qui? On m'a Moi, parlé j'en ai de- jamais, moi. Non. C'est les réseaux sociaux qui inventent ça. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'ils ressortent des bouts. Et je vais te dire, en fait, je me bats autant avec l'extérieur qu'avec l'intérieur. Parce que chez nous, quand tu es dans un grand média, on fait des reprises de toi-même. Des bouts. En fait, on est tous coupables de mettre en scène les bouts. Même dans ma propre entreprise, on met des bouts en scène. Parce qu'il faut faire du chiffre, il faut faire du clic. Voilà, Ça, donc- c'est un défaut que tout le monde a. Et nous, on l'a aussi. Donc moi, j'en veux autant parfois aux CM qui travaillent chez nous, Qui qu'aux coupent. mecs de l'extérieur qui, pour faire du clic, vont prendre un bout de ce que je dis. Par exemple, je me suis encore énervé cet après-midi parce que hier, samedi, quand on a fait l'after à Marrakech après la Ligue des Champions, j'ai dit que le jeu du Real Madrid, que franchement, quand on est le Real Madrid, proposer un tel jeu, c'était affligeant. Et ils ont pris juste ce bout-là, sauf que derrière, j'ai dit, ouais, ok, mais bon, Ancelotti, ça reste le plus grand parce que Ouais, sa donc la force, c'est de faire polarisation, ça, elle c'est de va- faire ouais, ci, ouais, c'est de faire ça. Mais en fait, il y a que ceux qui écoutent l'émission en entier tout le temps qui savent qu'il peut y avoir des nuances. D'accord. Ceux qui prennent que des bouts sur les réseaux, ceux qui prennent comme ça. Et ça, les réseaux, ils ont apporté cette culture du bout, de l'extrait. Et Donc de du- l'extrémisme. Donc de l'extrémisme. Exactement. On va sortir de ça, on va parler du PSG, 2 petites minutes sur ce club. Nous, vu du Maroc, on n'avait pas des supporters du PSG, beaucoup dans nos familles ou dans nos villes. C'était plus quand... Même à travers Hakimi. Non, Ah, ça c'est après. Je parlais d'avant. Ah, je parlais de la oui. période pré-Qatari. On n'avait pas des gens qui étaient, voilà, c'était Oui. notre enfance. Après, effectivement, on a le PSG a largement gagné la bataille de la notoriété. Des maillots, il y a eu la vague Zlatan, évidemment. Hakimi a poussé le bouchon un peu plus loin, mais même Neymar, Messi, Mais quoi, Mbappé. c'est les stars qu'on fait ce C'est les changement. stars, bien sûr, et c'est les jeunes, c'est les enfants, quoi, qui aiment le PSG, et c'est légitime. De toute façon, on a tous été enfants. Par contre, au niveau, donc pour moi, sur le projet PSG, le côté notoriété, le côté exposition, il est parfaitement réussi. En fait, et même depuis Zlatan. En vérité, C'est vrai. il est parfaitement réussi. D'accord. Peut-être qu'on le dit pas assez. On va se focaliser sur les plantages répétés en quart, demi et huitième. Par contre, sur le côté sportif, cette espèce de Graal de Ligue des Champions comme étant l'unique objectif d'une saison et des échecs répétés, font qu'en fait, on a un diagnostic mitigé. Notoriété, oui. Résultat sportif, c'est une question. Comment tu nous expliques qu'ils n'arrivent pas à franchir ce palier-là? Bah, déjà, sur juste ce que tu viens de dire, c'est eux qui se sont créés ce monde-là. Ou la Ligue des Champions et En fait, ils se sont mis, entre guillemets, dans cette merde tout seuls. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent avec autant de moyens financiers et qu'ils créent un fossé avec les autres clubs De de Ligue 1. leur championnat, ils se mettent dans un contexte qui te conduira de toute façon à dire si t'es champion, c'est normal. C'est Si t'es exactement ça. champion, c'est normal. C'est un non-événement, en fait. Où en fait, on va se mettre à compter le nombre de défaites. Est-ce que tu as bien joué ou est-ce que tu as mal joué? Est-ce que tu vois, c'est hyper restrictif la vie que tu as sur leur performance en Ligue 1. Et évidemment, quand t'es pas champion, bah, ça devient une catastrophe, comme c'est arrivé 2 fois, 2017-2021, c'est incompréhensible. Donc, et non seulement ils se sont mis dans ce contexte-là de par leurs moyens financiers, mais ils l'ont ensuite organisé. Parce que si dans un premier temps,
on a bien compris qu'il n'y avait pas d'autres acheteurs. Dans le reste des clubs de la Ligue 1. Voilà. C'est l'Arabie Saoudite, on parlait de l'Arabie Saoudite pour Marseille, des choses comme ça, Bordeaux. Ils n'étaient pas obligés de l'entretenir avec l'histoire de la répartition de l'argent du foot français. Quand tu vois que quand la Ligue a eu la fumeuse idée de se mettre dans les mains de ce fonds d'investissement qui a acheté 13% de la Ligue 1 en échange de 1,5 milliard, ce qui a semblé pour tous les présidents de Ligue 1 une énorme réussite financière parce qu'enfin on allait avoir de l'argent et enfin on allait progresser. Mais que dans ce 1,5 milliard, la plus grosse part du gâteau elle allait être pour le PSG, moi je veux bien, mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment les présidents de l'OM et de Lyon, ils ont pu accepter l'idée de se dire Paris, vous allez prendre 200 millions, nous on va en prendre que 90. Déjà, il y avait un écart financier qui était énorme, pratiquement insurmontable. Creuse l'écart. Mais là, c'est encore pire. Mais je veux même te dire, non seulement je ne comprends pas que les patrons à Lyon, à Marseille, ils aient accepté ce deal, mais que même le patron du PSG, il l'ait accepté, c'est une erreur. C'est une erreur parce que si tu tues la concurrence de ton propre championnat, tu tues ton produit. Donc ça renforce encore plus l'idée que tout ce qui est au niveau national, tu t'en fous. Et donc, tout ce qu'on attend, c'est la Ligue des Champions. Ouais. Et après, tu fais un double discours qui est complètement incompréhensible, que tient le président du PSG depuis plus d'1 an maintenant. La Ligue des Champions, on en a trop fait avec ça. Ça nous a trop mis de pression. Il faut qu'on soit un peu détaché par rapport à ça. Bon, bah alors, on fait quoi, en fait, alors ? On fait quoi ? La Ligue des Champions, c'est plus un projet. La Ligue 1, on la gagne parce que c'est normal. Mais alors, on fait quoi ? En fait, on est une équipe de représentation. Quel est le but, alors ? Quelle est l'histoire qu'on se raconte ? Et il y a beaucoup de supporters du PSG qui sont perdus par rapport à ça. Il y a toute une frange, peut-être des plus jeunes comme ça, qui disent « Ouais, de toute façon, on gagne, vous nous faites chier à nous critiquer, parce que il y a rien qui est assez bien pour vous. » Mais pour moi, eux, c'est ceux qui sont pas éveillés. Presque, ils sont pas intelligents, ils comprennent pas en fait ce qui est en train de se jouer. C'est une espèce de communication. Moi, je peux pas tomber dans ce panneau-là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? D'un côté, la Ligue 1, tu peux pas ne pas la gagner, et la Ligue des Champions, on te dit c'est plus un objectif. Bah, alors on fait quoi alors ? Moi, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait alors ? On va passer à un thème qui concerne à la fois l'Europe et le Maroc, celui des binationaux. Alors, bizarrement, la France, contrairement à l'Espagne qui est un peu grogné pour Brahim Diaz, et les Pays-Bas qui ont manifesté leur mauvaise humeur par rapport à Ziyech, je pense, et Mzraoui, Hakimi aussi en Espagne aurait peut-être pu rentrer dans un 11 ou au moins dans un 22. La France, finalement, elle n'a pas vraiment perdu de potentiel titulaire. Comment tu te positionnes par rapport à ces... Elle aurait pu. Les deux jeunes monégasques franco-marocains sont des très bons joueurs. Ouais. Mais quel regard tu portes sur ces destins, sur ce choix, sur ces joueurs ? Comment tu vois pendant très longtemps, on regardait tout ça et on voyait bien qu'il y avait énormément d'opportunisme et de calcul de tous les côtés. Bien sûr. Il y en avait chez les joueurs, il y en avait dans les fédérations des deux côtés, aussi bien fédération algérienne que marocaine, celles qui étaient concernées, on va dire, par les binationaux. Les joueurs, s'il y avait une bonne génération, je réfléchis. S'il y a des bonnes installations, je réfléchis une deuxième fois. Un bon coach ? S'il y a un bon coach, et s'il y a un peu d'oseille à gratter quand même, parce que si c'est une fédé où il n'y a pas de blé, où les voyages sont difficiles, ou ceci, cela, les clubs mettaient la pression en disant « N'y va pas, à quoi ça sert d'aller jouer pour... C'est vraiment ton pays, mais tu es vraiment sûr que c'est ton pays ?» Donc, tout ça, au final, ne ressortait de toutes ce qui n'était finalement qu'une somme d'intérêts individuels, ne ressortait que de l'opportunisme. Des intérêts, l'agent, il disait aux joueurs, la famille, il disait aux joueurs, machin. Finalement, je trouve qu'au fil des années, il y a encore les clubs qui mettent une forme de pression, mais qui osent moins le faire parce que ça a beaucoup été dénoncé. Les fédérations, en fonction de la qualité du joueur, on va dire que c'est à peu près normal qu'elles se battent pour garder le joueur, s'il est fort, si on voit qu'il a quelque chose. Et on arrive à de plus en plus, je crois, ce que j'ai toujours souhaité, moi, c'est alors le choix du cœur. C'est-à-dire que jouer pour une sélection, ça doit être parce que ça te fait plaisir d'y aller, parce que ça représente vraiment quelque chose pour toi. Moi, ces derniers temps, j'ai souvent eu l'impression que c'était ça. Et puisque tu as cité le cas de Ziyech, c'est le choix du cœur, lui. À moins que je n'ai pas compris l'histoire, mais je ne le crois pas, de lui, et je crois même que c'est même un exemple. Oui, c'est même un exemple, parce que les Pays-Bas étaient persuadés qu'ils allaient l'avoir, qu'ils allaient le garder, et lui a toujours dit, moi, ce sera le Maroc. Voilà. Au milieu de la quantité de joueurs, bien sûr, tu trouveras peut-être le gars qui a été séduit d'une façon peut-être un peu plus... Mais grosso modo, moi j'ai plus l'impression qu'il y a maintenant chez les joueurs moins... Le dernier en date où ça un petit peu, j'ai trouvé que c'était pas très net, c'était Fekir.
parce qu'il disait tout le temps je veux pour l'Algérie, et puis après finalement c'était pour la France. Des tergiversations qui parfois, sans trop accuser le joueur, peuvent être également dues à l'environnement, à l'agent, aux parents. Mais à l'âge aussi, à l'âge. Quelqu'un comme Ben Srel, il est un gosse, en vérité. C'est vrai, et on lui demande de faire un choix. Et on lui demande de faire un choix. Avec des pressions incroyables. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on avance vers quelque chose. Je crois que Abdou Diallo avait eu un discours assez intéressant sur la question. Moi, je l'ai toujours trouvé très juste. Il disait, lui, en toute franchise, écoutez, moi, j'ai fait pas mal de sélections en jeune avec la France, mais il est clair qu'à un moment, j'avais plus de portes ouvertes. Mais ça ne veut pas dire qu'une partie de moi n'était pas sénégalaise, puisque c'est le pays de mes parents. Donc, moi, j'ai toujours eu cette double culture en moi. À un moment, c'était soit je ne toucherai plus jamais à une sélection, soit je vais au Sénégal parce que je vais pouvoir goûter à ce que c'est qu'une compétition internationale, je vais pouvoir éventuellement jouer une Coupe du Monde. Et on va me dire que parce que j'ai été... Il dit non, le binational, c'est quelqu'un qui souvent est coupé en deux. Il rentre dans le pays de ses parents et on lui dit t'es le français. Et quand il est en France, on lui dit t'es le sénégalais ou t'es le marocain ou t'es ceci et cela. Moi, je veux croire, de plus en plus à une forme de sincérité, c'est chez les binationaux. Donc tu n'appelles pas, contrairement à ce que font certains consultants, en particulier néerlandais, à une vraie remise en cause du cadre légal dans lequel s'effectuent les sélections, avec une priorité systématique pour le... Parce que aujourd'hui, sur les Pays-Bas, il y a une vraie tension. Mais si le jeune, lui, il se sent, parce que ses parents ont toujours à la maison... entretenu une culture du pays d'origine. Si lui, il se sent, parlons du cas marocain, et qu'il a envie d'aller jouer pour la sélection, c'est violent, je trouve, d'aller obliger... tu sais que cette violence... Je vois pas en quoi ce serait En fait, je vois pas... Moi, ce qui est le plus une trahison, puisque au fond, ça correspond un peu à ça dans l'imaginaire des gens, c'est t'as trahi ton pays, le pays qui t'a donné ou qui t'a apporté. Ou l'autre. Ouais, voilà. Mais ouais, parce que la trahison, elle est des deux côtés. Hein. Voilà. T'as trahi le pays de tes ancêtres, contre t'as trahi le pays de ceux qui ont donné à manger à tes parents. Ça fait un peu souvent ça, le raisonnement. Je trouve qu'on en fait trop, moi, là-dessus. Que le jeune avec sa famille, parce que généralement avec sa famille, qu'il fasse un vrai choix du cœur, qu'il dise vraiment comment il se sent en toute sincérité. Moi, le gars qui joue à contre-cœur, je trouve que c'est terrible. Moi, j'aime que le mec, il y aille, qu'il fasse pas semblant de chanter l'hymne parce qu'il connaît même pas les paroles, parce que ça, c'est terrible, tu vois. Parce que t'imagines un néerlando-marocain qu'on vient chercher, qui a pas tellement de culture marocaine, il arrive là, il parle pas un mot d'arabe, il connaît pas l'hymne marocain. Wow. Je pense pas qu'il soit très très bien vu, non? S'il met un triplé, ça va passer. S'il met un triplé contre l'Égypte, ça va passer. Mais c'est pas fréquent de mettre un triplé. Surtout contre l'Égypte. Écoute, moi, je me souviens, j'avais été, c'est marrant parce que mon fils fait du tennis et quand il était petit, il devait avoir 5-6 ans, il fait papa, si quand je suis grand, je dois jouer à la Coupe Davis, qu'est-ce que je fais alors? Je dis parce que moi je joue pour l'Italie. Hein. Je dis pardon, mais pourquoi? On est en France, je veux dire, on est non et tout. Et puis il me dit bah non, pour les grands-parents, pour la famille, machin et tout. Je dis écoute, tu feras ce que tu veux alors. Il n'y a pas de problème, voilà. Donc voilà, si un enfant, parce qu'après tu dis même à 15 ans, à 18 ans, qu'on laisse. Moi, je veux que ce soit le choix du cœur, la sélection. Je veux pas que ce soit de l'opportunisme. Il n'y a rien de pire que ça. Non, on voulait avoir l'opinion d'un Français, en fait, de l'autre côté du problème, parce que nous, on a... Et pareil, moi, celui qui vient jouer pour la France, mais qui après chante pas l'hymne, ou ne manifeste pas un véritable attachement et tout, ça me saoule. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger? Ouais, mais je comprends. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger? Platini chantait pas l'hymne. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de dérive générale, une sorte de police du patriotisme. On va surveiller qui fait l'hymne, qui vient du cœur, qui vient pas du cœur. Et là, c'est très difficile à sonder les cœurs des gens. Moi, je te dis pas qu'il faut le surveiller. Néanmoins, tu remarqueras, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais il y a des contextes historiques. Dans les années 80, tout le monde parle de cet exemple de Platini. Mais en fait, moi, j'ai revu aussi bien Coupe du Monde 82, 86. Tu n'as aucune sélection. Mais quand je te dis aucune sélection où ça chante l'hymne. C'est pas la France, l'Italie. Tu vois l'Italie comme ils sont maintenant pendant l'hymne national? Ouais. Ils sont en transe. Ils sont en transe. Italie 82. Ouais. Il n'y en a pas un qui chante l'hymne. Mais Maroc 86, Maroc 86 qui passe en 8e de finale, il n'y a pas un. Voilà. Alors que la moitié, il y a beaucoup de militaires en plus dans l'équipe. Donc,
je sais pas si c'est mieux ou pas bien, mais il se trouve que l'évolution historique L'hymne a est fait devenu que hype tout le l'hymne. monde l'a mis en avant. Mais attends, tout le monde l'a mis en avant à tel point que c'est même devenu marketing. Coupe du Monde au Brésil. Ouais, quand Tu il te répétait 2 fois. Voilà, Ouais, tu il te souviens que faisait ça le- se terminait à cappella. Ouais, ouais, c'était donc long. on en avait fait un spectacle. C'était long, Et, c'était et long. puis on avait même mis la page de pub. Tu te souviens qu'il y avait la page Ouais, de ouais. On fait L'hymne. l'hymne, page de pub, coup Ouais. d'envoi. Donc c'est bien, on dit la même Donc chose. comme si c'était un moment Voilà. important. Ouais. Donc si c'est un moment important et que ils le font tous pour en gros afficher une identité. Moi je suis patriote. Le nationalisme me pose plus de problèmes que le patriotisme. Ouais, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc je dis ok, si tu le fais, toi, et c'est là qu'on se dit ah, mais alors si tu le fais pas, c'est pourquoi? Si tout le monde le fait et pas toi, c'est pourquoi? C'est là qu'en fait on a commencé à regarder et dit ça veut dire que tu as un problème. Puisque dans le contexte global, tout le monde a décidé d'afficher son identité. Les Brésiliens sont en folie, les Américains, bon, c'est plus traditionnel et culturel. Oui, mais les Allemands, c'était quasiment interdit. Culturellement, c'était devenu interdit leur hymne. Ils le chantaient pas. 82, t'en as pas un seul. Là maintenant, c'est bon. Alors que l'identité allemande, elle était toujours par l'histoire un peu plus cachée et tout. Donc, t'as tous les pays partout. Je vais même pas prendre un continent en particulier, que ce soit les Sud-Américains, les pays d'Afrique, tout. Il y a pas. Donc, si t'en as un qui le fait pas. Pour moi, ça veut dire qu'il ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le gars, il a... Ou alors derrière, il m'explique, moi, j'aime pas ça parce que, je sais pas, moi, j'en sais rien pour tel et tel motif. Mais en tout cas... Tout simplement, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. En fait, il y a énormément Oui, mais si tu veux pas le faire, c'est pourquoi? C'est qu'il y a une raison. Parce que qu'est-ce qui quand pourrait t'emmerdes- t'empêcher de chanter l'hymne après tout? Moi, je sais C'est beau pas. de chanter l'hymne national. Non, C'est moi- quoi le problème de l'hymne national? Non, mais je suis pas trop avec l'hymne national, aucun, voilà. en tout cas le marocain, ni aucun autre Eh ben d'ailleurs. alors voilà. Non, mais c'est pas ça. Donc C'est-à-dire si que... tu le fais pas, c'est qu'il y a un souci. Non, moi je vois les choses. Je vois par exemple arriver des binationaux marocains. Voilà. Et tu vois bien, parce que en plus notre hymne il est un peu dur. Hein. Il est technique, tu vois. Et donc je les vois les pauvres, tu vois. On a l'impression qu'ils vont passer leur examen avec la caméra qui va Apprends-le, passer. c'est rien. Ça va passer tout seul. Dernier thème, avant de te libérer, on va parler de l'islam. On va parler de l'islam, on est un pays musulman. Et les Marocains sont très surpris, il y en a beaucoup qui sont très surpris de voir arriver des communiqués de la Fédération française qui expliquent qu'ils n'ont pas envie de sélectionner des joueurs qui font le ramadan, qu'il faut interdire le voile qui est autorisé par la FIFA, qu'au moment où la Première Ligue fait des ruptures du jeûne quasiment institutionnalisées, où les clubs font des ftors, je sais pas, des ruptures du jeûne dans les stades, la France interdit. Et même si un cooling break, il devrait pas être au moment de la rupture de jeûne, on a l'impression qu'il y a on comprend pas en fait, on comprend pas et on aimerait bien comprendre. Alors déjà, la Fédé, elle a jamais interdit à personne de faire le ramadan. D'accord. En Sur fait, le dernier rassemblement. Non, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a juste dit, si tu viens et que tu fais le ramadan, on ne bougera pas les horaires d'entraînement pour ça. C'est bien différent de tu n'as pas le droit de faire le ramadan. On lui a pas dit, parce que sinon on aurait eu le même problème chez Léa. C'est bien la preuve que tout ça n'a été qu'une histoire surgonflée par les réseaux sociaux et par des personnes mal intentionnées. Parce que pourquoi le ramadan ne poserait aucun problème chez Léa? Que je sache, il doit quand même y avoir un ou deux joueurs musulmans dans l'équipe de France de Didier Deschamps. Donc ça voudrait dire sinon, et ce serait presque pire, que les internationaux de Deschamps, eux, le ramadan, ils peuvent le mettre dans la poche, au motif qu'ils joueraient pour la grande sélection et que donc ils ferment leur gueule, et que les gamins, eux, ils feraient pas comme ils veulent et eux, on leur impose des trucs. Non. Moi, j'ai pas C'est bien la l'impression que preuve, les joueurs. c'est bien la preuve que ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas l'impression que les joueurs aient demandé, que les joueurs en particulier sur les sélections U23, U21, aient demandé un aménagement. J'ai l'impression qu'on leur a Non, signalé. qu'on le ferait pas. Voilà. On leur a signalé qu'on ne ferait pas l'aménagement. Voilà. Et où est le problème? Voilà. Leur signaler qu'on ferait pas l'aménagement, c'est pas un problème. Oui, mais On leur a pas dit tu ne le fais pas. Non, je on leur comprends dit bien. sachez qu'on ne fera Est-ce pas que tu peux l'entraînement en comprendre- fonction de ça. Est-ce que tu peux comprendre que vu de chez nous, où on suit beaucoup la France, on a l'impression que il y a une sorte de croisade de la laïcité, c'est-à-dire qui se transforme bizarrement en lutte contre dans le terrain de foot qui est devenu le terrain de bataille qui est devenu le foot. Le foot est devenu un terrain de bataille. Hein. On l'a vu au Qatar, on l'a vu, on le voit en France. On a l'impression qu'il y a une façon bien française de gérer ça, qui est par exemple sur la question du voile. Absolument. La FIFA autorise le voile parce que la FIFA a envie que les femmes jouent au foot. mais Et en s'il fait- faut qu'elles mettent un voile, why not? Mais en fait, Et la France l'interdit. Donc nous on comprend pas en fait. Mais en fait, c'est plutôt simple à comprendre, c'est que la France a, on va dire, oui, de façon assez extrémiste, insisté sur la laïcité. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent gommer le fait religieux de la société. Voilà. Et s'ils l'ont gommé, c'est parce qu'au fil des années, enfin, moi pendant très longtemps, je pensais que les laïcards exagéraient. Moi, je suis pas un laïcard parce que moi-même, je suis religieux, je suis croyant et je viens d'une culture et d'un pays d'origine, je suis binational,
où la religion est dans la vie quotidienne des gens. Tu parles de l'Italie, là? Oui. Ouais. Où ça fait partie du quotidien. C'est un pays où Bien sûr. 95% des gens sont catholiques, où le pape habite dans le pays. Donc, Je crois même qu'il n'y avait pas de match de foot pendant la messe. Enfin, il y avait une chose comme ça. Je sais pas si... Si, on joue le dimanche en Italie. Ouais, C'était la messe et le foot. D'accord. Mais on joue pas le dimanche de Pâques, par exemple. Ça D'accord. n'existe pas, ou ce genre de choses-là. Donc moi, les laïcards, ils m'ont toujours emmerdé, en fait. Parce que je dis, oh, ça va, quoi. Ok, très bien, on peut laisser libre. Sauf que, en fait, quand tu deviens un pays où toutes les revendications identitaires et religieuses veulent s'exprimer, ça fait une sorte de patchwork où tu ne t'en sors plus avec ces revendications. Et en ce moment, en France, on ne peut pas nier qu'il y a un entrisme religieux qui est hyper violent et hyper fort, partout. Le rapport du Sénat, le premier, date de 2014, où on a vu une pénétration du fait religieux dans le sport et notamment dans le foot, très importante. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Soit on accepte et tu vas ouvrir la porte à tous les extrémismes religieux. Il y a parfois des endroits quand même. Moi, je sens moins la religion quand je vais au Maroc que dans certains endroits en France. Oui, mais parce que C'est tu quand as utilisé un mot. Je trouve que c'est très étonnant quand même. Mais le mot que tu as utilisé... Même quand je suis allé en Algérie, alors que moi on me disait en Algérie, on y est allé en septembre pour la tournée de l'after. J'ai pas senti ça. Alors que le paysage il est quand même fait de gens d'une culture, d'une religion, de mosquées, d'endroits où la religion est là. Mais pourquoi autant de revendications religieuses? C'est ça en fait qui est en train d'emmerder beaucoup de gens. On dit, écoute, on va gommer le fait religieux de notre société. Enfin, le fait musulman en fait. Pardon? Le fait musulman. En fait, on parle de l'islam, on parle pas de religion. On s'aperçoit que de plus en plus, on gomme un peu tout ce qui est religieux. Hein. Parce qu'en vérité... Après, tu vas pas raser les églises, parce que ça fait partie du patrimoine historique. On a quand même encore le droit en France de dire que l'histoire du pays, c'est la chrétienté. Non mais bien sûr, c'est pas ça le débat. Je suis pas en train de débattre l'histoire de la France, ni rien du tout. Je suis en train d'essayer de partager une perception. Tu as utilisé un mot, tu as dit extrémisme. Nous, quand on voit arriver ces communiqués, parce qu'ils existent quand même, en vérité, ils existent, ces communiqués. Oui, sur le voile, ils existent. Pour nous, quelqu'un qui fait... Le voile, on n'en a pas parlé. Quelqu'un, si tu veux, on en parle. Quelqu'un qui fait le ramadan, pour nous, c'est pas un extrémiste. Bah, moi non plus. Ça n'a rien d'extrémiste. Mais moi, j'ai jamais considéré ça non plus. C'est pas extrémiste. Donc, en fait, c'est aussi... très souvent, on a l'impression que la définition même de l'extrémisme descend vue très bas. Reda, si tu parles à un entraîneur de Ligue 1, grave. Si tu parles à un entraîneur de Ligue 1, pour moi, évidemment, le ramadan, ça fait partie de la base du musulman, donc il n'y a rien d'extrémiste là-dedans. Je crois qu'on peut éviter le débat, il n'y en a pas. Tu parles à un entraîneur de Ligue 1, il te dit, j'ai 5-6 musulmans dans l'équipe. On peut s'organiser, aucun problème. Il y en a qui y arrivent parce qu'ils ont des clubs avec plus de moyens, ou plus de dialogue, ou plus de gens un peu plus fins pour réussir à gérer l'affaire et tout. Mais s'il peut pas le faire, s'il n'y arrive pas, si déplacer les horaires d'entraînement, ça déplace aussi des personnes de l'administratif, des gens qui ont un autre emploi, ça va donner l'impression qu'en fait, pour un fait religieux, on bouscule toute la vie quotidienne d'un club de foot pendant 30-40 jours. Je comprends bien. Tu vois bien que ça va poser un problème. Et là-dessus arrive... En fait, le problème, c'est que la France, en ce moment, c'est un réceptacle d'une tonne d'identités incompréhensibles. Moi, j'en reviens pas, parce que je parle à tous les gens qui vont dans les clubs pour essayer justement de parler aux jeunes joueurs. Parce que chez les jeunes, c'est pire. Mais c'est pire, vous n'avez pas idée chez les jeunes. Les jeunes dans les clubs, les jeunes musulmans, mais ils sont... Mais ça, moi je vous dis, même quand je viens là et tout, mais ça n'a rien à voir. Ils vont être vraiment ils vont être revendicatifs. C'est une chose d'exercer ta religion et d'être revendicatif de celle-ci. C'est deux choses différentes. Et en fait, ils voient arriver de plus en plus. Donc toi tu disais c'est le fait musulman. Non, les chrétiens extrémistes. Alors eux, je sais pas d'où ils sont sortis. Eux, je sais pas d'où ils arrivent. Maintenant, on a la revendication du carême dans les centres de formation. Mais les entraîneurs, ils deviennent fous. Le carême, c'est le vendredi, non, c'est le carême, c'est une fois par an, 40 jours avant Pâques. D'accord. Où, en gros, moi, quand j'allais au caté que j'étais petit, c'était juste, tu manges un peu moins de chocolat, s'il te plaît. Là, maintenant, ils essayent d'imiter une forme de jeûne ou je sais pas quoi, mais, oh, putain. Comment tu veux que les entraîneurs... Mais moi, je suis entraîneur, je deviens fou à gérer tout ça. Est-ce que tu peux comprendre deux choses, en vérité? La première, c'est que, comme quand on parle des réseaux sociaux, il y a un effet miroir. C'est-à-dire, chacun pousse action-réaction. C'est-à-dire qu'on va être revendicatif également parce qu'on a l'impression qu'on est ramené à cette différence. Moi, je suis pas spécialiste de la société française, en vérité, j'ai pas habité là-bas. Mais la deuxième chose, est-ce que tu peux comprendre, premièrement, qu'il y a action-réaction et que peut-être qu'on est en train de
de créer des fossés et de les agrandir. Ils sont au beaucoup moins. créés par les réseaux sociaux. Peut-être les réseaux sociaux aussi, oui. ça rejoint le premier sujet. La deuxième chose, est-ce que tu peux comprendre que vu par exemple du Maroc, on voit une interview de Klopp qui gagne la Ligue des Champions avec Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keita et Emre Can. Bon, Emre Can était parti, où il t'explique qu'il aménage et qu'il est content parce qu'ils lui ont offert un petit bouquin, l'islam pour les nuls, et que dans la même semaine, tu vois arriver ce genre de polémique sur n'arrêtez pas les matchs, y compris de National 2. Est-ce que tu peux comprendre que pour nous, on a l'impression qu'il y a une façon conviviale de gérer la différence et une façon pas revendicative, tu vas me dire d'un côté, moi je vais te dire également stigmatisante de l'autre. Quoi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Vu de notre côté, qui sommes des musulmans en vérité. Ouais, je peux comprendre que c'est plus simple pour Jürgen Klopp dans un club avec autant de millions que Liverpool et avec 4 stars à gérer, d'organiser ça, de se rencarder sur un peu l'islam, comme tu dis, l'islam pour les nuls, que ça l'est pour tous les clubs amateurs en France, et notamment pour tous ceux qui sont gangrénés par un islamisme radical, parce qu'il y en a beaucoup, qui même ici au Maroc seraient pas bien vus, mais vraiment pas bien vus. Ça, j'en suis convaincu, parce que de ce que je connais du Maroc, c'est un pays d'ouverture, d'accueil, comme il y en a peu dans le monde, et que c'est pas le cas de beaucoup de choses qui se passent en France. En fait, le problème, c'est que je crois que quand tu dis qu'il y a un effet miroir, repoussoir, pas miroir. Le mot chat, c'est repousse. Non, mais voilà, que vous voyez, action-réaction. que vous voyez d'ici du Maroc ce qui se passe en France, je pense que il y a peu de gens qui, peut-être que vous comprenez pas bien ce qui se passe. On voit pas bien, ok. Vous comprenez parce qu'il y a beaucoup de Possible. choses. Il y a beaucoup de choses qui ici dans la société marocaine seraient très mal vues. Alors, on est dans un extrémisme qui parfois est exaspérant. Quand on entend des choses dans des institutions où des gens refusent de serrer la main à des femmes, mais c'est par jour, par semaine, des faits divers autour de ça sans arrêt. En fait, c'est devenu tellement un thème central en France que c'est en train de diviser la société profondément. Alors, sujet connexe, le voile, la FIFA l'autorise. On a une défenseuse qui s'appelle Benzina qui a joué avec un voile contre la France en 8e de finale de la Coupe du Monde. Au nom du foot, de la volonté d'étendre la pratique sportive à des larges pans de la société, est-ce qu'on peut pas comprendre que c'est pas qui s'en entrave pas non plus les mouvements? Est-ce qu'on peut comprendre que la FIFA l'autorise et que la France l'interdise? On est dans ce qu'on disait avant. Le problème, c'est que la France est devenue un pays très particulier. La France, c'est un pays, si on ne comprend pas que le multiculturalisme en France, en ce moment, a créé une sorte de société de revendication identitaire et que c'est en train de totalement diviser le pays, mais attention, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Parce que à vouloir trop répondre à des revendications par un extrémisme laïcard, je ne sais pas si on n'est pas en train d'éloigner encore plus les gens. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Et le fait est que je ne vois personne qui a la bonne réponse face à ces problèmes-là dans notre pays en ce moment. C'est pour ça que moi je suis très pessimiste sur l'évolution de notre pays et de la société. Parce que je vois que des gens qui ne font que s'éloigner. Est-ce que je tu vois n'es que pas des gens qui ne font que être dans le repli identitaire. Est-ce que tu n'es pas épaté, impressionné, en tout cas c'est mon cas, par la capacité du football, pas seulement au niveau français, là, si on oublie la France et qu'on regarde ce qui s'est passé en Coupe du Monde au Qatar, avec tous les débats sur le drapeau LGBT arc-en-ciel, sur les fameuses, le mouvement des Allemands, la prise de parole, pas prise de parole. Je suis pas épaté par le football, la capacité du football à cristalliser ou à faire parler les gens de grands sujets. Alors que le foot, c'est incroyable. Le foot, c'est pas un sport. Ouais. Le foot, c'est le reflet du monde, le reflet de la société. Bien Généralement, sûr. Par anticipation, tu vois dans le foot les problèmes que tu auras plus tard dans la société. Moi, sur ces sujets-là, et Dieu sait que je m'étais disputé à l'antenne avec des gens qui avaient des discours assez radicaux sur les grèves, il faut pas aller Qatar et tout. Moi, on a tellement d'emmerdes dans notre société. Si on pouvait éviter d'essayer d'aller donner des leçons aux autres pays déjà, pour commencer. Moi, je viens pas ici au Maroc en donnant la leçon à qui que ce soit. Je vais pas aller au Qatar. Nous, on y est allé. On dirait il faut pas y aller et tout. Si, je vais y aller. Il y a la Coupe du Monde. Je vais aller au Qatar. Et au Qatar, ils vivent comme ils ont envie de vivre. C'est leur culture. Il y a plein de choses que je partage pas dans les valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais déjà, je vais m'attacher à voir ce qui se passe dans mon pays, à faire en sorte que les valeurs de la France, les valeurs républicaines soient les plus importantes et qu'elles soient mises en avant. Puis après, j'irai voir si, et encore même, j'irai jamais voir et j'irai pas donner des leçons. Je pense que on a beaucoup trop essayé de donner des leçons au monde entier pendant des années. Je suis pas sûr que ça nous ait apporté quoi que ce soit. En revanche, ce qui m'emmerde,
c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que un patch stop homophobie, ça veut pas dire je soutiens les homosexuels ou ça entrave mes valeurs ou ça fait ceci, ça fait cela. Non, c'est juste que tu es dans un pays où on a envie de combattre l'homophobie et les gens qui se font... mais ça veut pas dire que autant je condamne ceux qui veulent pas porter le patch, autant moi je vais pas aller donner des leçons au Sénégal et à leur loi ou à ceci et cela. Non, c'est comme ça. Mais en revanche, en France, j'aime qu'on respecte nos lois et j'aime qu'on respecte nos valeurs et nos principes. Eh ben merci beaucoup. Et je pense que les Marocains font la même chose. Je pense que tous les pays du monde sont comme mais ça. On va sortir un peu du foot, mais en vérité, ce qui est choquant aussi, quand on sort un peu de l'Europe, c'est pas le discours sur les valeurs, parce que on pourrait en vérité très vite être d'accord sur beaucoup de grande partie des valeurs qu'on présente comme les valeurs occidentales. Bien en sûr. réalité, c'est qu'elles sont pas véritablement appliquées en dehors de l'Europe, y compris par l'Europe. C'est Oui, ça, oui. c'est une des choses. Mais C'est-à-dire qu'on parle de démocratie, par quand exemple. je te disais qu'on a donné, qu'on a beaucoup trop essayé dans l'histoire de donner des leçons, et je pense que aujourd'hui, je vois pas que ça nous ait apporté. En tout cas, quand on voit la situation aujourd'hui, ça apporte énormément de choses. Donc, si on pouvait se calmer de ce côté-là et déjà faire en sorte que ça se passe bien dans nos pays, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Daniel pour Merci cette pour l'invitation. discussion à bâton rompu. Écoute, bienvenue au Maroc. Merci. Strange olsunlar birbirine. Nous, on les connaît. Ok, Homa, ils ne nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. قدم واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله Produit avec le soutien de Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, Dream Africa, meet Morocco.